Bonjour à toutes et à tous. On commence, on poursuit aujourd'hui. Pardon? Oui, on poursuit aujourd'hui. Je vais te laisser. On poursuit aujourd'hui le format des grands témoins. Vous savez que l'année dernière, on a inauguré ce format qui a été apprécié et qui est destiné finalement à permettre à un certain nombre de personnalités d'avoir le temps finalement de dérouler une pensée et sa cohérence. Bon, et c'est vrai que moi j'étais un petit peu parfois sur ma faim avec les tables rondes où on demande à quelqu'un en 2 questions de résumer bon, ce qu'il pense, ce qui n'est évidemment pas possible. C'est plus un aperçu que la cohérence d'une pensée. Or, nos sujets, ils sont assez complexes quand même. Alors, les grands témoins de cette année, donc c'était hier Agnès Buzyn, et la conférence a été très appréciée. Ce sera cet après-midi également Raymond Lemoigne. Et puis, on a le plaisir d'accueillir le professeur Isabelle Lafont, présidente de la conférence des doyennes et des doyens de médecine, conférence avec laquelle on travaille étroitement. Et c'est pour nous, elle nous a fait l'honneur d'accepter cette invitation, cette sollicitation. Et donc, voilà, je vais lui céder la parole pour son développement et la séquence qu'elle nous fait le plaisir d'animer, qui va donc porter sur les enjeux de formation et les enseignements qu'on peut en tirer. C'est un sujet qui a quand même été bien chahuté. S'il y a un domaine qui a connu beaucoup sur peut-être les 5-6 dernières années, c'est bien celui-là. Tant et si bien que quand on n'est pas un expert absolu de ces sujets, parfois on a un peu de mal à suivre quand même. C'est un rythme de réforme frénétique. Peut-être que la santé, tu nous le diras, a été le secteur qui a testé le plus de choses en matière d'innovation pédagogique. Et puis tout ça télescope aussi un sujet qui nous concerne tous, qui est précisément le sujet des nouvelles pédagogies et des nouvelles générations. C'est un point qui traverse beaucoup le soin aussi. On a beaucoup dans le soin, ce n'est pas un sujet de santé ou un sujet hospitalier, on l'a dans tous les secteurs d'activité, dans toute la société, ce sujet du management intergénérationnel, des nouvelles générations et comment faire pour que tout ça se passe de la façon la plus sereine possible. Voilà. Écoute, merci encore une fois d'avoir accepté ce petit exercice, Isabelle, et c'est bien volontiers que je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors, merci de m'accueillir. Un petit mot d'introduction, de remerciement à Philippe El-Saïr, qui est le président de la conf des DG de CHU, à Karima Chenoun, je crois qu'il est là également, président de la conf des PCME de CHU, d'accueillir les doyens et les doyennes sur ce stand des CHU. Ça fait sens, c'est important pour nous. Le logo de la conférence des doyennes et des doyens grossit chaque année. On est là, on sera présent dans les années qui viennent et on est très heureux d'exprimer ce lien intrinsèque en fait qui nous lie sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on essaie de se construire ensemble. Alors, ce que je vais vous raconter, je vais essayer de faire court parce que je pourrais vous parler 4 heures sur ce sujet-là, ce n'est pas l'objectif. Je vais vous raconter quelque chose qui est mon expérience de médecin. Je suis médecin de MPR, médecine physique et de réadaptation. Mon expérience d'enseignante-chercheuse, mon expérience de doyenne et plus récemment mon expérience de présidente de la conf des doyennes et des doyens. Et puis quelque part aussi, m'ont vécu des choses comme simple citoyenne. J'ai beaucoup de choses à dire sur les enseignements en santé d'aujourd'hui et de demain. Tu l'as dit, Philippe, en termes d'étudiants actuellement dans nos UFR de médecine ou de santé, on en a de plus en plus. Actuellement, en France, le nombre d'étudiants en médecine, c'est autour de 110 000 si on compte les étudiants de premier, de deuxième et de troisième cycle. On voit arriver les universitarisations des formations paramédicales, donc c'est des nombres qui croissent de façon très importante. En face de ça, je l'ai un peu exprimé tout à l'heure, on a une vraie question sur les effectifs d'enseignants-chercheurs. Et en face de tout ça, on a le sentiment que le sujet universitaire, le sujet formation, le sujet recherche, c'est un vrai levier de transformation de notre système de santé. Alors j'ai choisi de vous parler de 5 sujets. Volontairement, je les ai sélectionnés. Le premier sujet, je voudrais faire un focus sur la transformation des études de médecine. Je suis avant tout un médecin. En insistant sur le fait qu'on a en France une formation médicale qui est de qualité. Elle est de qualité parce qu'elle est hospitalo-universitaire, qu'elle est ancrée dans les territoires avec des partenariats forts avec l'ensemble des acteurs de territoire, parce qu'elle est accessible à tous, parce qu'on a en France une formation qui est publique et ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. C'est une formation qui est ouverte, elle est ouverte à l'international, on a parlé des PADU tout à l'heure.
On a actuellement des milliers d'étudiants étrangers qui viennent étudier dans nos facultés et elle est en permanente évolution parce que vous l'avez compris et Philippe l'a dit, le système ça bouge en permanence et il faut s'adapter de façon extrêmement rapide, sous contrainte ministérielle, parce qu'on a eu une déferlante de réformes ces 10 dernières années, mais également parce qu'on a conscience des exigences du métier et des besoins des étudiants qui ont beaucoup évolué. Alors la médecine, c'est 4 sujets. Le premier, et c'est une question que je pose, c'est, on l'a exprimé tout à l'heure, c'est est-ce qu'il faut monter ou pas le nombre d'étudiants en médecine dans nos UFR de médecine ou de santé? La question est non résolue. Je n'ai pas la réponse seule. Ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est qu'on a augmenté de façon considérable le nombre d'étudiants en médecine, en particulier depuis une dizaine d'années, qu'on est actuellement à 12 000 par an qui rentrent en deuxième année, et que pour faire plus, on ne pourra pas le faire si on n'a pas des moyens supplémentaires, et ça c'est un point extrêmement important. Toujours sur le nombre d'étudiants en médecine, il faut voir que dans les étudiants, on doit rajouter, juste sur la médecine, ce qui s'est rajouté, qu'on a exprimé tout à l'heure, bien sûr l'accueil des PADU en 3e cycle, les 4e années de médecine générale qui sont ajoutées également, puis cette discussion qui est actuellement sur le retour des étudiants européens. Tous ces jeunes futurs médecins ou ces médecins en formation complémentaire s'ajoutent à nos effectifs et posent la question de notre capacité à faire. La réponse sur le nombre de médecins, elle va être donnée par la conférence de santé qui est en cours de finalisation, qui a été pilotée par l'ONDPS et qui donnera probablement les grandes tendances dans les années qui viennent, prenant en compte l'ensemble des éléments qu'il faut considérer. Sur la formation médicale, il y a un deuxième sujet. C'est une question qu'on se pose. Vous en entendez parler partout dans les médias, vous en parlez entre vous. C'est comment fait-on pour transformer ce sujet de l'entrée en études de santé en une opération gagnante? On a transformé la PACES en PASLAS il y a 4 ans. C'était 2020, il y a 6 ans, excusez-moi. C'était 2020. On a eu un rapport de la Cour des comptes qui, 4 ans après, nous a dit c'est une réforme qui est mal vécue par les usagers, par les lycéens et leurs familles, qui est mal comprise, qui est peu lisible, qui est complexe, qui n'a pas atteint ses objectifs de diversification des étudiants et des étudiantes. Donc c'est une réforme sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. Il y avait des choses bien dans la transformation de PACES en PASLAS. Il y avait la marche en avant, le fait que les étudiants ne faisaient pas 2 ans pour rien et qu'au bout de 2 ans d'essai de rentrer en filière de santé, ils pouvaient poursuivre en études supérieures. Il y a eu des choses très bien aussi, c'est le numérus qu'on appelait Apertus à l'époque. C'est cette ouverture qu'on a donnée pour pouvoir ajuster le nombre d'étudiants qu'on faisait rentrer en fonction des besoins des territoires, des capacités de formation des universités et qui a permis d'augmenter de façon significative le nombre d'étudiants. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la réforme de PASLAS, c'est plus 18% d'étudiants en médecine en plus dans les facultés de médecine. La réforme qui se prépare, je vais en parler avec mes mots, ne nous satisfait pas. La conférence des doyens ne nous satisfait pas parce que on pense qu'elle risque de ne pas répondre à ce besoin de lisibilité qui est exprimé par les personnes qui vivent cette réforme, les étudiants et les étudiantes, mais également les enseignants-chercheurs. On pense que sa faisabilité est extrêmement discutable parce que c'est une réforme qui arrive de façon rapide et qui correspond à une vraie réorganisation universitaire, puisqu'il faut transformer un système PASLAS en un système d'une année santé, un modèle unique de première année, mais avec des équilibres entre les blocs d'enseignement très différents, et parce qu'elle correspond, en tout cas pour la médecine, et là je parle de la médecine, à une vraie réingénierie nécessaire de notre premier cycle dans son intégralité, parce que si on supprime des enseignements santé de cette première année, derrière, il faut qu'on transforme, nous, notre deuxième et notre troisième année. Alors la question, c'est comment on peut voir devant, et là c'est moi qui parle, je ne parle pas au nom de la conférence des doyens, mais je parle avec mon expérience à moi. La question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on fait le grand soir sur cette première année? C'est quand est-ce qu'on se pose la question de l'intérêt d'avoir une première année qui est une première année exclusivement une année de sélection, qui pourrait être une année de formation, qui pourrait, si on remettait dedans des enseignements santé, redonner de l'air aux études de médecine qui sont quand même extrêmement denses. Ça suppose de peut-être se poser la question un jour d'autres modèles qui existent, hein, en Europe en particulier, avec un accès direct post-bac, avec éventuellement un module d'évaluation de quelques heures, c'est ce qui se fait en Allemagne par exemple, éventuellement des oraux, et puis un deuxième accès bien évidemment en fin de 3e année de licence pour des étudiants qui ont besoin de temps pour maturer. C'est pas mûr, c'est pas ce qui est prévu pour l'instant, mais en tout cas c'est des vraies questions et c'est une question qui taraude la doyenne que je suis et la communauté des doyens en général. La troisième question, je vous la pose, c'est est-ce qu'il faut réduire la durée des études de médecine? Alors, je ne vais pas vous faire répondre parce que personne ne va oser lever la main. Moi, ma réponse est non. Ma réponse est non parce que quand on regarde ce qui se passe en France, nous avons des études de médecine en 3 cycles, un cycle 1, un cycle 2, un cycle 3. On a une durée d'études de médecine qui s'étale entre 9 ans et 12 ans en fonction de la spécialité qu'on va choisir.
On est dans la moyenne basse des pays européens. L'Angleterre, c'est un peu plus long parce qu'ils ont intercalé en début d'internat 2 années de Medical Foundation qui rallongent un tout petit peu la durée de leur 3e cycle. Donc on n'est pas du tout différent des autres pays européens et on est en dessous de ce qui se passe dans les pays outre-Atlantique, puisqu'au Canada et aux États-Unis, ils sélectionnent leurs étudiants après 3 ans de bachelor, donc d'équivalent de licence en France. Et donc ils ont des études qui sont plutôt autour de 11 à 14 ans que 9 à 12 comme c'est le cas en France. Donc la réduction de la durée des études de médecine, c'est une fausse bonne idée. C'est un truc un peu politique. Moi, je l'ai entendu. Madame la doyenne, maintenant, il y a l'IA. On n'a plus besoin de mettre autant de temps à former les médecins. Ils ont besoin de moins de connaissances. Donc on pourrait réduire la durée des études. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut réduire le nombre de spécialités médicales ou est-ce qu'il faut augmenter le nombre de spécialités médicales auxquelles on forme nos médecins? En France, on est à 44 spécialités médicales. Pareil, on est dans la fourchette basse de ce qui se passe en Europe. Et on est largement en dessous de pays comme les États-Unis, où ils ont 120 à 130 spécialités médicales. Nous, on pense, et la conférence des doyens, on a beaucoup discuté là-dessus, que augmenter le nombre de spécialités, ça revient à favoriser l'hyperspécialisation des médecins. Donc ça diminue la capacité d'adaptation des médecins à un environnement professionnel qui bouge et qui doit bouger. Ça diminue la résilience du système et donc l'efficience du système de santé. Donc non, on ne pense pas qu'il faille augmenter le nombre de spécialités. Dans les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il faut changer notre façon d'enseigner? Alors oui, mais on le fait déjà. Il faut probablement réfléchir sur les connaissances, effectivement. En 1950, il fallait 50 ans pour doubler les connaissances médicales. En 2026, c'est moins de 1 an. Donc clairement, il faut faire du tri dans les connaissances. Donc il faut peut-être raisonner l'acquisition de connaissances. Mais la connaissance, elle est importante. La connaissance, c'est la première brique de la compétence. Donc c'est important de garder évidemment des acquisitions de compétences. Sur la compétence, on a beaucoup changé. On a eu la réforme du 2e cycle avec l'arrivée de la simulation, l'arrivée des ECOS, examens cliniques objectifs standardisés, ces stations cliniques qui permettent de simuler des situations cliniques et d'entraîner nos étudiants là-dessus. C'est bien, mais ça ne suffira pas. On vit un paradoxe actuellement dans nos stages hospitaliers. Je me tourne un peu vers les médecins hospitaliers que vous êtes. On voit des étudiants en médecine qui arrivent en stage. Première question qu'ils posent, c'est quand est-ce qu'on fait des écos? C'est pas normal. Ça veut dire qu'on a un peu raté la cible. Donc il faut absolument qu'on redonne de la couleur au stage, qu'on redonne cette envie aux étudiants en médecine d'être formés en voyant des patients, parce que l'acquisition de la compétence clinique, elle s'acquiert dans les situations cliniques pour de vrai. Et puis former à la compétence, c'est également former des cerveaux, c'est-à-dire former des jeunes qui soient capables de réfléchir, de se questionner, d'être curieux, d'avoir un esprit critique. Et donc il faut les former bien au-delà de la stricte compétence médicale à tout un tas d'autres compétences dont je vais vous reparler après quand je vais vous parler des humanités en santé. À côté de ça, il y a aussi des sujets, je vous le cite en vrac parce que vous ne le savez pas tous, il y a des sujets sur les méthodes pédagogiques qu'on va utiliser. Alors, le cours magistral dans les facs de médecine, c'est un truc qui a quasiment disparu partout. On a des modalités pédagogiques qui sont totalement différentes. On travaille sur beaucoup de travail en petits groupes, l'apprentissage par problème, l'apprentissage en groupe. On travaille sur des modalités pédagogiques qui expriment cette acquisition de compétences. On travaille sur les jeux de rôle, on travaille sur le mime, on travaille avec des outils pédagogiques nouveaux, la BD, on travaille sur des films, on travaille sur des outils très différents pour les former. On a fait rentrer dans nos écoles de médecine des patients partenaires, donc des citoyens qui viennent travailler avec nous pour cet enseignement de la compétence clinique auprès des étudiants. Et bien évidemment, on a introduit l'IA. Donc ces modalités pédagogiques, elles évoluent, elles doivent continuer à évoluer. Et fort heureusement, ce train-là a été pris en marche. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le sujet des humanités en santé. C'est un sujet qu'on traite assez peu quand on parle en public. C'est un sujet qui est majeur. Les humanités en santé, c'est un ensemble de disciplines qui sont issues des sciences humaines et des sciences sociales qui vont venir compléter l'enseignement des sciences fondamentales et des sciences cliniques qu'on prodigue déjà à nos étudiants en médecine. C'est une tradition dans les facultés de médecine. Ça fait longtemps qu'on a cette approche de l'enseignement humaniste de la médecine à nos étudiants en médecine. C'est quelque chose qui exprime à un étudiant en médecine, si tu veux soigner les gens, il faut que tu sois capable de les prendre en compte dans leur dimension physique, psychologique, mais également sociale, culturelle, spirituelle, en prenant en compte leur environnement sociétal et environnemental. Et tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour les étudiants en médecine qu'il ne faut pas qu'on oublie.
les domaines dans lesquels on les forme et qu'on utilise à travers, par exemple, des départements de SHS qu'on a dans beaucoup de facultés de médecine, c'est la philosophie, c'est l'éthique, c'est la sociologie, c'est l'anthropologie, l'histoire de la médecine, la psychologie et éventuellement l'utilisation de leviers pédagogiques à travers la littérature et les arts. Souvent, nos étudiants sont engagés dans des associations étudiantes qui ont des activités artistiques. Et toute cette formation humaniste de la médecine est extrêmement importante. Celle-là, elle a besoin de temps et celle-là, je ne crois pas qu'elle sera remplacée par l'IA. Le troisième volet que je voulais aborder également, qui est un volet très important de l'évolution des enseignements en santé, c'est le sujet de la transformation de nos facultés de médecine en facultés de santé. Alors, il y a quelques doyens ici qui connaissent bien le sujet. On le connaît tous, en fait, même si on ne l'exprime pas pareil. Et en filigrane de tout ça, il y a le sujet de l'universitarisation des formations paramédicales. Universitariser les formations paramédicales, affirmer le caractère universitaire des formations en santé, c'est dire trois choses. La première chose, c'est dire que le creuset universitaire doit avoir l'ambition d'offrir, comme c'est déjà le cas actuellement, une formation professionnelle de qualité à tous les professionnels de santé, mais également une formation académique scientifique de très haut niveau. C'est se donner l'ambition d'avoir un creuset universitaire qui est capable de former ensemble des étudiants médecins et des étudiants non médecins. C'est d'avoir un creuset universitaire qui est capable de dire on va casser les silos entre les professionnels, en cassant les silos entre les formations, on va favoriser, soutenir la qualité des formations dans chacune des filières pour nourrir derrière ce que moi j'appelle l'interprofessionnalité assumée et positive qui fait le lien de notre système de santé et qui est extrêmement importante. Et puis, c'est aussi dire que le creuset universitaire, c'est un endroit où on vit ensemble, même en intégration fonctionnelle, où les étudiants, ils ont des cours ensemble, ils font de la simulation ensemble, ils mangent ensemble, peut-être ils font la fête ensemble, et peut-être également, ils ont des associations interprofessionnelles ensemble. Et je peux vous dire que dans la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, toutes les associations étudiantes, elles sont interprofessionnelles. Ils l'ont compris bien avant nous, ils le font et ils le vivent, et c'est extrêmement important. Derrière tout ça, il y a l'ambition d'offrir à tous une formation universitaire de mon niveau. Et l'ADN de l'université, c'est trois choses. C'est d'abord d'exprimer le fait que l'université, c'est un lieu de fabrication du savoir à travers la recherche et de transmission du savoir. Le rôle d'un enseignant-chercheur, c'est de fabriquer le savoir, donc de faire de la recherche, et de transmettre le savoir, donc de faire de l'enseignement. Ça veut dire que l'enseignement universitaire, c'est un enseignement qui est en permanente évolution. Et ça veut dire que nos étudiants, ils sont confrontés à des acquisitions de savoir qui sont non stabilisées, qui évoluent et qui se nourrissent des avancées de la science. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est l'université. Le deuxième ADN de l'université, c'est la recherche. C'est la formation à et pour la recherche. Ça veut dire qu'on va former les étudiants à poser une question scientifique, à réfléchir à une méthodologie scientifique, à avoir la capacité d'analyse de résultats d'un travail scientifique et à avoir la capacité à avoir un regard critique sur des sujets scientifiques qui construisent la médecine de demain. Ça, c'est le deuxième sujet, c'est extrêmement important et c'est le deuxième sens de l'universitarisation. Et puis pour terminer, le troisième ADN de l'université, bien évidemment, je suis réductrice, c'est cet environnement pluridisciplinaire en dehors des disciplines de santé qui nourrit l'intelligence des jeunes, leur curiosité et qui permet de fabriquer des professionnels de santé de grande qualité dedans. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Je vous parle de tout ça parce qu'on est à la croisée des chemins, on est en phase d'universitarisation rapide, volontariste, qu'on soutient d'ailleurs, des formations paramédicales. Et je voulais juste te dire que ce n'est pas juste dire ces étudiants en santé, prenons l'exemple des étudiants infirmiers, on va mettre en bas de leur diplôme un tampon universitaire, on va les rentrer dans nos logiciels d'inscription des étudiants de la faculté de médecine. C'est bien autre chose, c'est transformer le système et c'est opérer une véritable réingénierie pédagogique qui fait sens et qui à terme portera ses fruits. Le quatrième sujet, c'est l'avant-dernier, c'est le sujet de l'intelligence artificielle en santé. Donc moi, quand j'ai ouvert le programme de Santexpo, je me suis dit « Waouh !» On ne parle que d'intelligence artificielle. C'est quasiment dans l'entête de toutes les présentations aujourd'hui, donc il fallait bien que j'en parle. Et de toute façon, j'avais très envie de le faire. L'IA en santé, c'est un tsunami. Alors, pour mémoire, la vitesse quand même d'installation de ce sujet-là, moi, je n'ai plus 20 ans. Internet est arrivé dans nos vies en 1991 avec le niveau d'acculturation à l'outil numérique que vous connaissez dans la population générale, qui est quand même très hétérogène. Ça, c'est la fracture numérique. Avant le Covid, on faisait quand même pas beaucoup de réunions en visio. C'est rentré dans nos vies de façon extrêmement rapide. Maintenant, c'est notre quotidien, mais je vous rappelle que ça a moins de 5 ans. Et enfin, ChatGPT est né en
en France, en 2022, c'était même novembre 2022, donc ChatGPT en France, c'est moins de 4 ans. Donc juste vous dire que la vitesse de transformation et la vitesse de montée en charge de l'IA, elle est juste hallucinante, avec un risque important de majorer la fracture numérique, des sujets de fracture sociétale qui sont également alimentés par les questions RH de que vont devenir certains métiers, et puis de fracture générationnelle. Alors au niveau de nos facultés de médecine ou de santé, on le voit très très bien. On le voit très très bien avec des chiffres qui sont implacables. Actuellement en France, c'est plus de 90% des étudiants dans les classes d'âge inférieures à 25 ans qui utilisent l'IA au quotidien et plus de 50% qui l'utilisent dans leur pratique académique d'enseignement et d'entraînement à la pédagogie. Et quand on regarde de façon un peu plus globale, il y a un sondage de l'IFOP de 2025 qui dit que effectivement 85% des 15-24 ans utilisent les IA génératives de façon quotidienne. Par contre, au-delà de 35 ans, on tombe à 31% seulement. Donc ça, c'est la vraie fracture générationnelle. Et à l'échelle d'une fac, ça pose la question, la différence entre les étudiants et les enseignants-chercheurs. Alors actuellement, en matière de pédagogie, on sait que les LLM ou les IA de dernière génération sont parfaitement capables de fabriquer un cours magistral, un diaporama, il n'y a aucun problème. L'IA, elle va vous l'upgrader en fonction des dernières données de la science, il n'y a aucun problème. Juste, il faudra que l'enseignant il ait quand même un regard un petit peu critique sur ce qui passe et qu'il puisse donner d'autres informations, trier les sources d'informations et avoir un regard discernant sur ce sujet-là. On sait que les IA générationnelles, il y a quelques exemples parmi vous probablement, sont capables actuellement de fabriquer des outils pédagogiques interactifs extrêmement performants. On est capable de simuler un patient virtuel avec des IA dans les derniers modèles, d'avoir des choses très interactives qui vont renvoyer un feedback à l'étudiant, qui vont s'adapter aux performances de l'étudiant. Donc techniquement, on est capable de le faire. Juste, il faut que ça rentre dans la vie des enseignants et qu'on soit capable d'être à côté des étudiants pour donner un peu de recul et avoir un petit esprit critique. On sait aussi que les IA sont capables de générer des QCM aussi bien que des enseignants-chercheurs quasiment. Et donc tous ces sujets-là, si on les aborde uniquement sous l'angle de la technique, on est déjà passé à autre chose. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas aussi simple. Les étudiants en médecine, pour les connaître et puis pour avoir un peu lu sur ce sujet-là, il y a quand même un moment où il est important de donner quelques éléments de formation. L'usage pratique et non régulé de l'intelligence artificielle au quotidien est dangereux. Il faut qu'on puisse leur donner des choses de base sur la sécurité à l'utilisation de l'IA, le discernement dans le choix des LLM, les sujets de souveraineté. On ne peut pas faire n'importe quoi avec une IA, on ne peut pas balancer des histoires cliniques avec des patients dans une IA, des sujets sur les règles du jeu d'utilisation. Vous utilisez tous l'IA. Vous savez qu'un prompt, vous changez 2 mots, vous changez complètement la réponse qui est derrière. Donc il y a vraiment des méthodes pour rédiger des prompts et quand on n'a pas été formé, on ne peut pas le faire. Et puis il y a les sujets de discernement sur les réponses de l'IA, être capable d'avoir un regard un peu critique sur ce que renvoie l'IA, être capable de discerner les hallucinations, les biais, les valeurs implicites qui sont parfois véhiculées par l'IA et qui changent le regard qu'on a sur les messages qu'elle nous passe. Et puis, il y a la question de l'usage au quotidien, de la dépendance aussi de ces outils sur lesquels il faut travailler, parce que la médecine, dans la pratique, quand on est au lit d'un patient et que ça ne se passe pas bien, ce n'est pas l'IA qui vous donne la réponse, c'est ce que vous avez à l'intérieur qui vous donne la réponse et l'équipe qui travaille avec vous. Donc, tous ces sujets-là nécessitent qu'on revoie nos méthodes pédagogiques, bien évidemment, qu'on forme nos enseignants-chercheurs. Et fort heureusement, on a actuellement des dynamiques de formation qui sont très actives dans nos facultés. On a ici, je salue le professeur Ayot qui est là, de l'École de santé numérique de l'Université de Montpellier, pour que nos enseignants-chercheurs, bien évidemment, soient capables d'accompagner les étudiants sur ce chemin-là. Et puis, il faut aussi qu'on voit comment on réorganise nos enseignements, les formats des enseignements, l'organisation pratique des cours et tout ça. Et puis, mon dernier sujet, il a été beaucoup évoqué ce matin, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps. C'est la question, c'est comment on transforme nos enseignements en santé en participant à la transformation nécessaire de notre système de santé. Ça a été évoqué ce matin. Il y a des vrais sujets, d'abord sur l'accès aux soins. Donc on a évoqué ce matin, je ne vais pas le redire, mais il y a quelques personnes qui n'étaient pas là, je vais en dire 2 mots. C'est pour travailler sur les territoires. La question de l'universitarisation des territoires, c'est une question qui est fondamentale. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par
une vraie acculturation de l'ensemble du territoire au sujet de la formation, qui est un levier de transformation majeur du système de santé. C'est la territorialisation des enseignants-chercheurs, c'est la création de postes de CCA de territoire, c'est la question des maîtres de stage universitaires, qui sont surtout en médecine générale. Il faut peut-être qu'on en ait dans d'autres spécialités également. Et puis de l'association des médecins des territoires, je pense en particulier au PH, dans les centres hospitaliers non universitaires, à nos actions de formation et de recherche. Le deuxième sujet, toujours dans la territorialisation de l'offre de formation et de recherche, c'est le sujet de la recherche, avec cette importance de rallier le territoire dans des entités de recherche qui bien souvent sont portées par les CHU, mais pas que. De favoriser l'émergence des tiers-lieux d'expérimentation et de réfléchir également à la recherche en soins primaires. Nous, on est très confrontés à ça à travers nos départements universitaires de médecine générale, qui sont souvent très actifs sur ce sujet-là et qui travaillent bien évidemment avec l'ensemble de l'UFR sur ces sujets-là. Et puis pour les étudiants, on l'a exprimé, on a parlé de la nécessité du aller vers, aller chercher des étudiants en territoire pour les former au métier de la santé. Alors ça ne passe pas uniquement par des premières années d'entrée en études de santé dans tous les territoires, ça passe par d'autres initiatives qui n'ont pas été citées tout à l'heure, les cordées de la réussite, les options santé dans les lycées, et toute cette dynamique qui consiste à dire tu es dans un territoire éloigné, tu es d'un milieu socio-économique qui ne te permet pas de te projeter dans une vie de médecin, et de donner ces infos, de désinhiber ces étudiants. Puis ça peut passer, pourquoi pas, par le fait d'établir des quotas pour faire revenir dans les grandes métropoles et dans nos facs de santé des étudiants qui sont parfois un petit peu éloignés. Ça passe par les stages en territoire en second, en troisième cycle. Je ne vais pas y revenir, c'est quelque chose qui a été beaucoup exprimé. Et puis ça passe par le rôle très important des coordinations locales des DES pour favoriser cette territorialisation des internes, qui est également un des leviers de transformation du système, de territorialisation des médecins, parce qu'on sait qu'un des déterminants majeurs de l'installation des futurs médecins, c'est là où ils ont fait leur stage en territoire, en particulier en troisième cycle. Le sujet de la responsabilité sociale, et c'est mon dernier point, ça passe aussi par la formation en responsabilité sociale à la santé environnementale. Ça, on le fait déjà énormément. Ça passe par la formation au service sanitaire qui a changé, qui a transformé nos étudiants en médecine quand on l'a mis en place il y a 5 ou 6 ans dans nos UFR. Et ça passe aussi par des enseignements autour de la transformation de ce système de santé en système de soins, par la formation à la chronicité, par le fait de faire grandir les formations paramédicales, en particulier les infirmiers et infirmières en pratique avancée, sur ce sujet de la maladie chronique. Donc en conclusion, et pour ne pas dépasser mon temps de parole, je voulais juste dire qu'on fait beaucoup de choses, qu'on doit continuer à faire beaucoup de choses, qu'il y a des pistes raisonnables, qu'il ne faut pas céder aux sirènes des fausses bonnes idées, des affirmations gratuites. Et là, je vous mets en garde sur un certain nombre de positions parfois qui ne sont pas tout à fait correctes. Je pense qu'il faut préserver avant tout la qualité de nos formations en santé. Je pense qu'il faut redonner et continuer à redonner de la couleur aux enseignements sur les modalités pédagogiques, mais également sur les méthodes pédagogiques. Je pense qu'il faut confirmer qu'à l'université, on doit prodiguer à nos étudiants en santé une formation résolument scientifique et profondément humaniste. Je pense qu'il faut qu'on pense, qu'on travaille et qu'on fasse avec le territoire, parce que c'est une vraie richesse, c'est une nécessité et c'est une opportunité. Je pense qu'il faut qu'on déconstruise les silos et qu'on cultive l'interprofessionnalité, et ça se cultive dans le berceau de la formation qui doit devenir l'université. Je pense qu'il faut qu'on apprivoise l'avenir et qu'on traite ces sujets du numérique dans les usages, mais également dans l'enseignement. Et puis je pense qu'il faut voir devant et savoir raison garder. Et pour terminer, je vais prendre 2 symboles, parce que je ne peux pas m'en empêcher, que je suis la doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, qui est la plus ancienne faculté de médecine dotée de statuts connus à ce jour. Et il y a 2 symboles. Il y en a un qui est écrit sur le fronton de ma faculté de médecine. Il y a un cadran solaire. En dessous, il y a marqué « Ede tekne makre », c'est du grec. Ça dit « l'art est long ». C'est la 2e phrase du premier aphorisme d'Hippocrate qui dit « l'art est long », ça veut dire apprendre la médecine, ça prend du temps. Donc ça, pour moi, c'est important et je crois que ça reste très vrai en 2026. Et la deuxième chose, c'est une phrase qui a été prononcée par une des stars de Montpellier, mais vous ne le savez pas. C'est François de Rabelais, qui était à la fois philosophe et médecin, diplômé en 1530 à Montpellier, qui illustre même cette image du médecin avec une grosse dimension humaniste, puisqu'il était philosophe et qu'il a écrit des livres et qu'il avait une pensée qui dépassait, je pense, largement la pensée d'un simple médecin. Et il a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà, je vais terminer là-dessus.
Très bien, merci infiniment Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Oui, Olivier Clarisse. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur l'intelligence artificielle, vous savez peut-être qu'il y a une mission ministérielle actuellement, enfin gouvernementale, pardon, parlementaire, sur la santé des étudiants en médecine en règle générale. J'ai été interviewé et j'ai entendu de l'une des parlementaires, il faut diminuer ce que l'on enseigne aux étudiants en médecine à cause de l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Je n'ai pas pu les convaincre. Peut-être que vous serez interviewé par cette mission. J'ai donné votre nom. Mais il serait, à mon avis, important de très vite se prononcer là-dessus pour éviter de devoir réagir après un certain nombre d'assertions. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est par là que j'ai commencé. C'est une fausse bonne idée et je pense qu'effectivement, réduire le sujet des études de médecine implicitement à l'acquisition de connaissances qui peuvent être prodiguées par l'IA ou même d'acquisition de compétences qui peuvent être prodiguées par l'IA, c'est une vision réductrice de la formation médicale. Je pense que c'est dangereux, que c'est une fausse bonne idée et qu'on ne réduira pas la durée des études de médecine grâce à l'IA. On sera ravis, je pense, de s'exprimer à ce sujet. Ça, c'est moi qui parle. On va en rediscuter, mais je pense que c'est assez partagé à la conf des doyens et des doyennes. Alors Vincent Piriou. Bonjour madame, merci beaucoup pour cet exposé qui était très complet. Vous avez très bien exprimé que effectivement aujourd'hui les facultés de médecine forment des médecins de très haute qualité. Cependant aujourd'hui les débats à l'Assemblée nationale et l'attente des concitoyens, c'est effectivement d'avoir des médecins bien formés, mais aussi de réduire les problèmes d'accès aux soins. Donc vous l'avez évoqué dans votre dernière partie. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience assez tardive, entre guillemets, des solutions qu'on peut apporter pour réimplanter des médecins dans nos territoires. Et vous avez très bien exprimé que pour former un médecin, ce sont des délais longs. Et en fait, on n'est pas dans la même temporalité aujourd'hui où il y a une urgence à remédicaliser certains territoires et la formation des médecins avec toutes les mesures qu'on a, avec des passes délocalisées, avec des stages en territoire, mais ça va prendre un temps important. Et ce n'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait des mesures coercitives qui soient déterminées par les politiques pour régler de façon urgente ces problèmes d'implantation des médecins dans les territoires sous-médicalisés. Quelle est la position de la conférence des doyens sur ce sujet? Parce que dans les mesures qu'on propose, effectivement, on sent bien qu'on va favoriser l'implantation des médecins, mais ça sera dans 10 ou 15 ans. Alors, vous avez parfaitement raison. Pour agir tout de suite, ce n'est pas le nombre d'étudiants en deuxième année de médecine, ce n'est pas le premier cycle, c'est un peu le deuxième cycle qui a une détente à 4-5 ans. C'est certainement quand même le troisième cycle parce que le lieu de réalisation des stages des internes est connu comme étant un déterminant de l'installation et c'est le post-internat. Alors pour répondre à votre question à la fin, sur ce post-internat, il y a des idées à avoir quand même. Il y a des idées sur des pratiques qui sont quand même très intermittentes pendant très très longtemps. On peut peut-être questionner ces pratiques en sachant que c'est compliqué de questionner ces pratiques parce que les remplaçants, on en a beaucoup besoin en médecine générale, donc interdire les remplacements pendant les premières années d'exercice est un petit peu difficile. Pour autant, il y a probablement une réflexion à avoir avec actuellement un délai moyen d'installation en médecine générale qui est très tardif, c'est 10% à 1 an et je crois que 30 ou 40% à 3 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Donc sur le post-internat, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des mesures incitatives sur le post-internat. Moi, j'ai l'expérience d'avoir monté des postes de CCA de territoire, de chef de clinique assistant de territoire dans la faculté dont j'ai la responsabilité avec les 2 CHU. Ça marche. Quand on le présente bien, quand on donne envie, quand on met de la lumière sur les trucs, ça marche. Donc ils sont sensibles, les jeunes, à ces sujets-là. On peut les attirer sur ce sujet-là. Après, la question de la régulation ou de la coercition, elle se pose. On n'a pas de position affirmée. Pour l'instant, on ne l'a pas complètement écrit à la conf des doyens. Moi, je peux vous donner la mienne. Je pense que la coercition n'est pas une bonne réponse en soi. La régulation est une vraie question, en revanche. La régulation, c'est une vraie question et ça ne raconte pas la même histoire. La régulation, c'est de dire, là, il y a beaucoup de monde, il faut t'installer ailleurs. C'est pas pareil que de dire, toi, tu vas aller là-bas, parce que le truc trop contraignant, personnellement, j'y suis pas favorable, je pense que ça marchera pas. Et après, même la régulation, il faut qu'on y réfléchisse collectivement sur est-ce que c'est réellement faisable en période de pénurie, de crise comme celle qu'on traverse actuellement. Je sais pas, mais en tout cas, elle se pose, je suis d'accord avec vous.
Merci beaucoup. Écoutez, il nous reste à te remercier une nouvelle fois, Isabelle. Merci infiniment pour cette séquence très suivie et très passionnante.